Alors bonjour et bon dimanche. Ouf, c'est un plaisir de vous retrouver pour quelques minutes de réflexion, d'échange, à condition que vous veuillez évidemment nous ouvrir votre cœur, votre cerveau. Alors on parlera de quoi? De la réflexion. J'ai beaucoup de messages qui me demandent pourquoi on ne fait plus de live. Je vais vous dire, l'arme la plus puissante du monde, c'est la communication, l'art de manipuler les cerveaux, les esprits. Et le livre qui est en train de sortir, Et si on s'augmentait, mon dernier livre, je vous le recommande vivement. Vraiment, il faut le précommander. Il faut l'avoir. Pas pour en faire forcément un best-seller, encore qu'on n'a pas demandé la permission de quelqu'un, parce que quand il nous déclare le best-seller, on n'est pas témoin, mais c'est pour que s'arrête la grande manipulation. Regardez ce qui se passe. Bonjour Lou. Ouvrez Facebook aujourd'hui, ouvrez Instagram, ouvrez WhatsApp. Toutes ces choses-là appartiennent à une seule même personne, à un seul même lobby, à un seul même groupe. Et quand vous ouvrez aujourd'hui Facebook, vous n'avez pas constaté que c'est les mêmes informations qu'on a à la même minute. C'est pour ça que quand Elon Musk a essayé, lui qui est africain, il essaie d'acheter Twitter, on lui met tous les bâtons dans les roues. Parce qu'il ne faut pas que les gens réfléchissent autrement. Je vous prends cet exemple pour vous dire, regardez aujourd'hui Facebook. Dès qu'il y a une information, la bonne information, pour nous tous on a ça à la même minute. On est 3,5 milliards d'habitants à avoir Facebook. C'est dangereux. Quand les Occidentaux, les Américains, tous les gens, tous ces petits types-là, Zuckerberg et tout, ils s'arrangent à mettre toute leur idéologie, leur vrai débat, leur vrai truc, l'information, le TF1, CNN, tout ça là, les bons trucs, leur grandeur. Et puis, ici à côté, quand c'est les autres, dont les Africains en général, ou les Noirs, on prend toujours un abruti qui danse, une petite fille du quartier qui découvre la sucette et le pain qui viennent d'arriver. On prend toujours une personne qui n'a rien à dire pour les injures, les pleurs, la danse, la misère. À côté de ça, il greffe tous les abrutis du monde qui n'ont lu qu'un seul livre et à l'envers, dans la Bible, pour abrutir les gens, sous prétexte d'évangélisation. Et à côté de ça encore, ils prennent d'autres jeunes qui ne savent même pas ce que c'est que la vie, mais qui vous disent de venir investir. Ils vous parlent de bitcoins, ils vous parlent d'aller faire les porcheries, ils vous parlent de faire de ceci, de créer un restaurant avec un grain de riz, voilà. C'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. La bonne information, ce qui va se passer est dirigé ici par ceux qui tiennent Facebook. C'est pour ça que je lance un dernier message à ceux qui ont encore les moyens en Afrique. Investissez dans la communication, dans les médias, dans les masses médias demain. On n'achète pas les milliardaires, on n'achète pas les médias, on n'achète pas les journaux, les télés pour être riches. Ils achètent les télévisions pour marquer un outil de puissance et d'influence, d'imposer une vision culturelle et d'affaires. Et même de leur affaires, du bien-être. Alors, si nous sommes dans la médiocrité absolue aujourd'hui, dans l'esclavage, c'est parce qu'on est dans l'immédiateté. La danse, les dénonciations, les petites injures, les ragots du quartier. Et ça ne nous fait pas progresser. Quand vous faites vous-même le bilan de la journée, de ce que vous avez écouté, vous dites, oui Seigneur, que Dieu nous aide. Et face à ça, des gens comme nous, des leaders, des gens qui ont la pensée structurée fondamentale. Parce que ça ne sert à rien de faire une petite partie de la vérité pour dire que c'est de la vérité. Ça s'appelle le cherry picking. Ça s'appelle c'est une vision parcellaire de la vie. La vie est plus compliquée que ça. C'est pas parce qu'on a entendu un truc qu'on vient faire un live pour raconter aussi une autre bêtise, une bêtise qu'on a entendue et on ajoute à la bêtise la bêtise. Moins fois moins dans la bêtise donne plus, mais plus de bêtises. Donc il faut que les gens apprennent
Et c'est tellement délicat aujourd'hui parce qu'on a des enfants. On a des petits frères, on a des petites sœurs, on a une jeunesse qui monte, qui n'a pas de repère. Leur repère, c'est, je ne sais pas, vos gens qui sont populaires sur Facebook. On ne peut pas continuer comme ça. Et pourquoi d'ailleurs l'Africain est le seul être au monde à faire l'évangélisation pour mourir et pour aller au ciel? Pourquoi vous croyez qu'on va continuer à faire des choses pour dormir? Une éducation qui endort, qui ensorcelle, qui enferme le cerveau. L'éducation, la bonne, c'est celle qui te fait douter. Ce n'est pas celle qui te dit oui, il sera plus difficile pour un pauvre d'entrer dans le trou de la souris, de l'aiguille pour montrer des trucs, des conneries. On est là dans ce monde pour une bagarre perpétuelle. Toujours l'envie d'être meilleur, toujours l'envie de se surpasser, toujours l'envie d'innover, laisser une trace dans le monde, laisser des beaux enfants qui seront des beaux bébés demain et de grands garçons qui vont changer le monde positivement. Mais si on est battu, c'est parce qu'on nous a battus. On nous a battus depuis des lustres. Et dans cet extrait de médiocrité, on ajoute de la médiocrité. Je vous prends un exemple. Il y a un monsieur qui passe dans une télévision à Douala ou en radio, je ne sais pas, et il se permet, parce qu'il dit qu'il est géostratège, il n'a fait aucune école, aucune étude de géostratégie. Il passe dans une radio pour dire que le peuple Sawa, le peuple de la côte, que le Kabangondo vient avec les Français, que c'est les Français, les colons qui ont amené le Kabangondo. Et on balance cet extrait, on le présente comme le nouveau génie, on dit qu'il est brillant. Mais je dis qu'il n'est pas cultivé, ce monsieur. Il peut être intelligent, mais pas cultivé, pas structuré. Le Kabangondo, c'est longtemps avant, même les Allemands. C'est les Anglais. Et même on peut remonter plus. C'est-à-dire, en Afrique, on peut te donner une raison, et puis on te prend un bout de vérité, on colle au mensonge qui est plus gros, et tout ça devient la vérité. Non, il ne faut pas se... Non, non, on a le devoir d'être très, très alerte aujourd'hui. Lamba Sibé n'est pas né avec les Français. Lamba Sibé, c'est la musique Sawa. Lamba Sibé, c'est les Allemands. Et les Allemands avaient déjà imposé ce style pour que les gens s'occupent. En soirée, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Les nègres s'occupaient dans le camp, prenaient leur chant et puis s'amusaient. Quand vous regardez l'origine même de Lamba Sibé, c'est Eins, zwei, drei. C'est l'anglais. Eins, zwei, drei, pardon, c'est l'allemand. Et à cette époque-là, on s'habillait déjà en sandja pour les hommes, en kaba pour les femmes. Rien que ça. Bon, disons, j'étais en train de vous dire que évidemment, le wax, c'est une création hollandaise. Je n'ai pas dit que c'est... Alors, ça donne l'occasion de revenir sur la culture. Mais vous oubliez que les Hollandais étaient parmi les premiers colons en Afrique. Les Hollandais, les qui ont colonisé. Les Hollandais, c'était les premiers esclavagistes, parmi les premiers commerçants. L'Afrique du Sud, c'est quoi? Les Boers, c'est quoi? C'est les Hollandais. Les Français sont bien venus plus tard. Dans toute l'histoire de la colonisation et même de l'esclavage, les Français sont toujours venus un peu plus tard. L'exploration, c'était les Espagnols, c'était les Portugais, c'était eux la puissance de l'époque. La France était un tout petit pays. En termes de conquête et tout, c'était les Portugais qui étaient la puissance. Donc, il faut que les gens apprennent vraiment à aller dans l'essence de l'analyse. Le noir n'est pas bête, mais il est paresseux. Ou bien il n'a pas accès à ce qu'on appelle la réflexion fondamentale, la critique de la raison pure, comme a dit Kant. Il faut qu'on arrête ça. N'importe qui ne va pas se lever. La preuve aujourd'hui, nous formons des enfants qui ne sont pas formés. Nous formons des ingénieurs qui ne sont pas ingénieurs. Nous formons des techniciens, des commerciaux qui ne sont pas commerciaux, qui ne sont pas vendeurs. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un dans un live pendant 3 heures pour présenter après sa crème, pour dire je vends ma crème ou ma perruque. Épargnons-nous des choses qui nous perdent le temps.
Allons à l'essentiel. Et si j'ai un conseil à donner à des jeunes aujourd'hui, en Afrique, en Europe, au Canada, partout, c'est dans la vie, aller à l'essentiel. Le développement, c'est aller à l'essentiel. Ne méprisez pas la force occidentale. Ou, voilà. Ils savent aller à l'essentiel. Ils savent aller à ce qui est juste, ce qui est heureux, utile pour eux. Et nous, on tourne d'abord. Regardez même quand on lit nos livres. Achetez le livre d'un Africain. Si vous n'avez pas mal à la tête, c'est pour ça qu'après les gens sont découragés, ils ne veulent pas lire. Prenez un livre, même le plus dur. Dès que vous ouvrez la première page, on vous dit ce qui vous attend. Sauf les livres, vraiment de la métaphysique, ou les livres un peu plus techniques et scientifiques. Mais la sagesse est universelle et technique. Quand un noir veut écrire même sa lettre à sa maman, il essaie de faire les tournures pour montrer qu'il est intelligent. Il n'essaye pas d'écrire pour soulager les autres. Et je lance ici un appel à des jeunes qui vraiment s'amusent avec moi. Quand je donne des conseils ici, ça n'a pas de prix. Alors, si quelqu'un a 5 francs et il estime que je les lui dois alors que je lui ai rendu des services qui n'ont pas de prix, qui valent 100 fois plus, qu'il se taise. Je suis un roi. Et ma colère, j'aime pas le mensonge, j'aime pas cet esprit-là de vouloir faire comme si, j'aime pas ça. J'ai la puissance. Alors, donc je vous disais ce matin, mes chers frères et sœurs, déjà pour commencer, je dis bonne fête des mères. Ça, j'allais oublier. À nos mamans qui sont souvent charcutées pour nous donner la vie. Aujourd'hui, la science a évolué, on perce un petit trou, on prend le bébé. Aujourd'hui, on n'opère plus. Mais nos mamans ont des cicatrices partout. Les césariennes, les bouchers travaillaient sur elles. Donc, c'est des femmes qui sont nées pour nous donner la vie. La femme est tout ce qu'il y a de plus sacré au monde. Nous ne sommes pas parfaits, mais aimons nos mamans, aimons nos femmes, ou du moins respectons-les. Je sais que la misère en Afrique pousse nos sœurs, nos mamans à faire tout, à être les rejetées de la société. Mais il faut qu'on travaille pour les rendre plus heureuses, qu'on leur donne la dignité. Peut-être pas de l'argent, mais de l'amour, un peu d'affection. Soyons courtois partout où il y a les femmes, ne réagissons pas. Je vous prends un exemple. Je suis foncièrement parfois attaqué par mes petites sœurs. Elles ont parfois raison, mais beaucoup de conneries à côté. Mais j'ai jamais pris le temps de répondre. Ne répondez pas, parce qu'il faut les aimer comme ça. Alors, j'étais en train de vous dire, pour revenir à l'essentiel, si vous ne vous battez pas pour ouvrir votre cerveau, parce que c'est les derniers moments de liberté qu'on est en train de vivre. Facebook, je vous disais, identifie donc les leaders qui ont la portée, les discours, et ils ferment les vues. Ils vous font croire que vous n'êtes pas important. Vous passez de 1000 vues à 100 vues. Vous passez de 500 vues à 50 vues parce qu'ils nous ont étudiés. Alors que les gens veulent. Beaucoup de gens nous écrivent, on ne voit pas vos directs. On n'a pas vos directs. Vos pages sont bloquées. Je dis, mais qui bloque nos pages? Mais on n'a pas à se battre pour que les pages soient bloquées. Mais eux, ils se battent pour que nous, on ne soit plus entendus. Vous n'écouterez plus les Omotunde sur Facebook. Vous n'écoutez plus des gens extrêmement brillants. Vous n'écoutez plus ces Africains qui vous donnent la fierté de la réflexion. Mais nous aussi, on se décourage. Parce que nous, on vit par rapport à l'instant, les vues, les soucis. Non, nous devons réfléchir pour l'analyse. Quand tu fais une analyse, qu'elle ait 2 vues ou 1000 vues, elle reste. Elle est là. Elle est permanente. Elle est perpétuelle. Et je dis à tout le monde de se battre pour que beaucoup d'Africains qui sont brillants et qui se cachent ne laissent plus seul la médiocrité, avoir accès à l'autorité de la scène publique. Alors, je vais vous parler, par exemple, ce matin, du cas des terres. Parce que partout, surtout en ce moment en Afrique, on n'a pas deux problèmes. C'est le problème des terres. Les autochtones, les indigènes et la ville, ceux qui grandissent. Tout ça, c'est des sujets politiques. Mais personne n'a envie d'entamer ce problème avec beaucoup de minutie et de profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de drames. Les problèmes des terres, par exemple, au Cameroun et à Douala en ce moment, c'est qu'on a créé une zone d'utilité publique en plein centre-ville
pour donner l'exclusivité à un partenaire privé de construire, on va dire, un grand hôtel, un complexe hôtelier. Alors, les autochtones, les gens qui sont de là, qui ne peuvent pas souvent tous le prouver, mais les gens qui sont de là, qui estiment que c'est leur village, sont en confrontation directe avec l'État. Ça crée des malheurs, des douleurs et tout. Mais quelle que soit l'opération, on ne doit pas déjà utiliser cette brutalité. C'est ce que je dis. Et moi, en tant qu'expert en communication, journaliste, enseignant, je ne peux pas donner tous les points d'analyse tant que je n'ai pas le fond du dossier. Mais le problème des terres en Afrique reste et demeure le même. Reste et demeure le même. Vous savez, en Sierra Leone, il y a quelques années, quand on a créé le virus Ebola, c'est pour ça que les Africains doivent être très attentifs à ce qu'on appelle la géopolitique. Ça va avec la géostratégie. Et la géostratégie est militaire. La stratégie veut dire militaire. C'est un terme militaire. Quand vous entendez géostratégie, ça veut dire que les militaires ont réfléchi à ça. Il y aura la force derrière. En Sierra Leone, on a déclaré, il y a quelques années, qu'il y a l'Ebola partout. La Sierra Leone, c'est là où on a trouvé le diamant le plus gros du monde, hein, je vous dis. On n'avait même pas creusé. Il était tombé directement du ciel. Vous imaginez la richesse. Donc, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, toutes ces côtes-là. Alors, on a déclaré qu'il y a l'Ebola. On a pris les gens, on les a enlevés de leur terre pour aller les mettre à 1000 km à la ronde. Parce qu'ici, les géostratèges avaient déjà étudié la carte de la géographie. La géographie, c'est l'art de faire la guerre. C'est grâce à la géographie que quelqu'un sait ce que tu as sous ton caleçon. Le sol, le sous-sol. Il connaît là où il y a l'or, le pétrole, le diamant, les terres fertiles. Et c'est ici à Paris que les cartes de géographie dorment. C'est à New York que nos cartes dorment. Pendant que nous on se bat ici sur la tribu, ce qui tel a fait, les gens possèdent nos destins en main sur les cartes. À Londres, les cartes de l'Afrique sont couchées là. Ils ont les cartes stratégiques, les cartes minéralogiques, les cartes... Donc, on a donc déplacé les populations de Sierra Leone. Écoutez bien. Ils ont quitté leur village. Vous êtes libre de partager ce direct parce qu'il est important. Il est intéressant. Il est puissant. Il est spirituel. C'est dimanche. Et je n'ouvre plus ma bouche pour rien. Donc, on a pris... Oui, je sais qu'en Afrique, on n'aime pas les gens qui ont l'autorité. On n'aime pas les gens qui sont forts. Il faut que le noir s'abaisse, demande pardon pour la faute qu'il n'a pas commise. Mais jusqu'à quand? Il faut qu'il commence à lire les évangiles pour endormir son propre peuple, pour qu'il soit battu et esclavagisé. Exactement ce que le colon est venu nous faire. Mais si celui qui te déteste vient te laisser une arme pour contrôler ton peuple, et il part, ça veut dire que tu es plus dangereux que lui-même qui était là. Parce qu'on doit casser cette chaîne-là. On doit casser ça. Alors, donc on a porté les Sierra Léonais, on les a chassés de leur terre, sous prétexte de l'Ebola. On les a envoyés très loin. Rappelez-vous, c'est les médecins cubains de Fidel Castro qui sont venus en solidarité. Je vous dis que je ne prononce rien de ma bouche qui ne soit vérifiable et vérifié. C'est les médecins cubains, alors qu'on nous annonçait 1000 morts par jour, 3000 morts. J'arrive au Covid. On nous annonçait 2000 morts, que ils vont disparaître. Les gars ont créé un Ebola terrible, un truc bête. L'OMS complice, tous ces gens-là, c'est des complices, c'est une même famille. Alors, on a chassé les gens de leur terre, sous prétexte d'Ebola, et c'est quand les Cubains sont arrivés plus tard, ils ont dit aux médecins italiens et tout ça là qui étaient là, arrêtez. Laissez-nous, on va soigner ces gens. En 3 jours, l'Ebola était fini. Les Cubains ont démontré qu'il y avait beaucoup de manipulation. Il y a certains virus, nous sommes faits de virus et de bactéries. Il n'y a pas une vie. Même Michael Jackson qui voulait vivre avec le masque et les gants et l'oxygène est mort. Parce que nous vivons, nous sommes des virus. Nous avons 100 milliards de virus dans le corps et de bactéries. Fuir les virus, c'est comme si tu fuyais toi-même. Alors,
Donc, et la vie a commencé par une bactérie, si vous ne le savez pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est très intéressant, c'est très important. Quand l'Ebola donc est fini, les Cubains ont guéri ces gens en quelques jours. Les Sierra Leonais voulaient rentrer maintenant dans leur village. On leur dit non, la zone est dangereuse. Non, c'est dangereux, ne retournez plus. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le groupe Ecofin ou quelque chose là, qui appartient à Bolloré, avait déjà racheté toutes ces terres-là. Bolloré et quelques autres. Ils avaient racheté toutes les terres des Sierra Leonais qui étaient malades et ont commencé à faire les palmiers à huile et tout ça, l'exploitation. Vous avez donc compris qu'on provoque un virus, on n'intensifie pas la communication, on fait peur, on crée le danger, les gens fuient et les gens récupèrent les terres. Et c'est eux qui créent les guerres dans ce monde. C'est comme ça que l'esclavage a commencé et ça continue. Je vous cite cet exemple pour parler par exemple du Cameroun. Il y a 10 ans de cela, un peu plus, je me lance dans l'agriculture intensive. Et je mets les petits moyens d'un jeune de l'époque. Je me ruine. Il faut savoir qu'un hectare en général de plantation vous coûte, en Afrique, bon, au Cameroun, si vous voulez faire un hectare de n'importe quoi, vous mettez au minimum 1,5 million par hectare. Ou 1 million par hectare de culture. J'étais à 100 hectares. Et il y a une société qui s'est installée chez nous, qui s'appelle la PHP. C'est la compagnie fruitière de Marseille. Elle est en Djombe, elle est à Dehane, chez moi. Comme par hasard, c'est pas à mon champ qu'ils ont commencé. Parce qu'ils plantaient aussi de la banane. Il ne faut pas que le nègre plante la banane. Avec tous les autres jeunes du village, vous avez vu, c'est sur Facebook, on a mené un combat épique. Je ne sais pas d'où ils ont ramené la signature de l'État. Je ne sais pas qui dirige nos pays, mais qui signe ces choses. Ils sont venus, ils ont détruit nos plantations. Et j'ai mené une lutte. Parce que beaucoup se demandent pourquoi on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a aussi envie de respirer. Ces luttes-là m'ont fragilisé pendant des années. On a séquestré ce directeur. Un jeune blanc qui venait de Valenciennes, qui ne connaissait même pas l'Afrique, mais qui était directeur des plantations. Directeur de ceci. Il fouettait les jeunes noirs qui travaillaient dans leurs plantations. Donc quand on a séquestré ces gens, parce qu'ils nous ont arraché les terres, et l'État leur a donné dans mon village 30 000 hectares de terre. Vous avez Bolloré qui a pris de l'autre côté, la Socapane, la ferme suisse. Vous avez ici la compagnie fruitière de Marseille, qui nous a encerclés. Vous avez EVECAM, une compagnie d'EVA qui ils étouffent les gens, ils ont mis les gens dans les caveaux. Quand j'ai mené ces combats, il n'y avait ni la télévision, ni la radio, ni les sawa, ni les ceci, ni personne. L'homme noir est un homme égoïste, faible, individualiste, qui n'a pas le sens du commun devoir. Et il se plaint de la solidarité des autres. Vous croyez que les autres sont plus forts que vous avec quoi? Avec la solidarité. Le cerveau est solidaire. Je prends mon cerveau, je colle à celui de l'autre, je colle à l'autre, je colle à l'autre, on fait 1000 cerveaux puissants. Je prends mes muscles, je prends des muscles, on fait 1000 muscles puissants. Nous, chacun est musclé dans son coin. Le problème que je dis en Sierra Leone est valable en Côte d'Ivoire. Toutes ces terres appartiennent aux colons. Toutes ces terres appartiennent à ces sauvages esclavagistes qui punissent encore les générations et les générations de Noirs africains qui sont obligés de prendre le désert et de venir jouer les vigiles à Paris. C'est ça que j'appelle l'évangélisation. C'est ce que nous devons tous faire, cet éveil de conscience, pour que personne ne se fasse plus jamais écraser partout où il est. J'ai beaucoup de respect pour le Dr Martin Luther King, qui malgré le contexte, malgré la misère, malgré l'exclusion, l'esclavage, malgré tout cela, Luther King a pris la Bible, la même, mais pour retourner ça à son avantage, pour dire au peuple, lèvons-nous, parce que nous rêvons d'un monde juste, où le petit-fils de tel va se prendre en main, va prendre en main l'autre, blanc, noir, jaune, pour grimper la colline de l'espoir. Et on a eu les Barack Obama. Donc, nous ne pouvons pas continuer juste à ouvrir les Bibles le dimanche pour dire, oui, comme avait dit à Bethléem, moi je ne veux pas aller à Bethléem.
Ça ne m'intéresse pas, Bethléem. Oh oui, le Seigneur a dit, le Seigneur n'a rien dit du tout. Il faut que le Seigneur vous dise de ne plus vous faire exploiter partout où vous êtes. Un peu de justice sociale, un peu d'amour, un peu de force aussi derrière. Maintenant, la métaphore du buffle. Le buffle pèse 1 tonne. Le lion pèse 300 kilos. 200 même. C'est vrai que ce n'est pas le poids qui fait. Mais c'est le poids compte quand même. N'est-ce pas? Le poids, ce n'est pas la graisse. Le poids, c'est la masse. Alors, imaginez un lion entre souvent dans un troupeau de buffles, de 50 buffles, un troupeau, voilà. Et il arrête un buffle, il signe indien, il le serre, il le mange, et les autres sont là, ils regardent. Ça ne vous rappelle rien? Est-ce que les autres buffles sont contents de ce qui arrive à l'un des leurs? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des buffles qui sont 5 fois plus costauds qu'un lion, mais qui laissent un seul lion parfois attraper un frère, et eux parfois, ils sont là autour, ils regardent. Je vous laisse à votre propre intelligence. Ça ne vous rappelle rien chez les humains? Chez vous? Et de temps en temps, il y a une soudaine intelligence. Un buffle se lève, il dit non, mais on ne va pas laisser faire quand même. Et puis un autre, un deuxième. Mais ce n'est pas instantané, c'est-à-dire il faut un temps. Pendant que le buffle est en train de mourir, les autres peuvent souvent laisser qu'il meure. Mais de temps en temps, un buffle se réveille et dit non, mais comment un seul type, un pauvre type comme ça peut arrêter notre frère, nous sommes nombreux. Et il va quand même au front. Et il constate, nous constatons que quand les buffles viennent en renfort, les lions fuient même s'ils sont 10. Et quand les buffles viennent, parfois ils tuent même le lion avec un seul coup de corne. Un seul coup de corne du buffle et corne un lion. Et après vous vous dites, mais pourquoi ils ont peur? Est-ce que le cerveau est bloqué à voir l'ennemi comme imbattable? Et c'est ça qui arrive aux Africains. Les Africains savent qu'ils sont battus. Les Africains savent qu'ils sont battus. Ils ne doivent même plus lutter. C'est des générations. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'évangélisation sauvage. C'est croire à la culture des autres. C'est envier le bonheur qui est là-bas. Oh, c'est un mirage. Et c'est tout ce que j'ai écrit dans ce livre. Celui qui ne prend pas ce livre, que Dieu pardonne. Ouais. C'est ça le marketing aussi. Vendre des choses utiles aux nôtres. Pas nous vendre des choses qui nous rendent malades. Pas nous vendre la brocante. Pas nous vendre les crèmes éclaircissantes. Pas nous vendre le glutathione. Pas nous vendre les trucs qui détruisent nos vies. Alors, nous devons nous battre avec la plus grosse énergie parce que les Africains ont cru qu'on a dit indépendance, tcha-tcha, en 1960 et compagnie, dont l'indépendance. Citez-moi où existe l'indépendance. Les Russes aujourd'hui n'ont pas encore accès à l'indépendance, c'est pour ça qu'ils se battent. Les Ukrainiens. Citez-moi où existe l'indépendance dans le monde comme slogan. L'indépendance est spirituelle. L'indépendance est politique. L'indépendance est médiatique. L'indépendance est économique. L'indépendance est fondamentale, est définitive, est permanente, est perpétuelle. Dès que tu nais, tu dois être indépendant. C'est une lutte toute la vie. Ils vont t'enchaîner, ils vont t'embrigader, il faut comprendre, il faut comprendre. Personne ne peut traverser les océans pour venir t'apporter la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle?
depuis que je prêche ce matin, ai-je été insultant? Ai-je été mesquin? Est-ce que je veux vous détourner? Est-ce que je veux vous voler? Est-ce que je veux vous endormir? Non. Je veux le réveil. Je veux sentir des gens qui ne marchent plus la tête baissée dans les gares. Je ne veux plus des gens qui traînent les Bibles partout pour rien. Ils ne savent pas lire. Je ne veux plus d'apôtres. Du malheur. Je veux des gens qui doutent. Je veux des gens qui se questionnent. Je veux des gens qui disent, mais pourquoi ils nous disent ça? Mais pourquoi ils nous enseignent? Pourquoi ces gens-là traversent les bateaux, ils nous enseignent? Moi, je fais des efforts. Je vais au Cameroun, là. Je serai en Afrique et au Gabon pour quelques temps, pour quelques jours. Pour prendre un billet, je vais à New York à 200 € partant de Paris, parfois 150 €. C'est 2 fois plus long. Mais les billets en Afrique sont 4 fois plus chers. 2000 €, 1500 €. Où on va à 5000 km. Les autres sont à 9000 km, ils payent 200 €. Nous, on va à 6000 km, 5000 km, on paye 3000 € parfois. Parce qu'ils nous tiennent là. Deuxième chose que vous devez vous dire. Comment un continent qu'on dit le plus pauvre, le plus ceci, les guerres, tout ça, pourquoi les vols sont pleins? Pourquoi les vols sont pleins des gens qui vont chercher l'argent? Ils sont là où il y a l'argent, mais ils ne l'ont pas. Pourquoi ils remplissent les charters pour aller chercher l'argent? Là où c'est l'endroit le plus pauvre, les gens les plus sales, les gens qui ont des odeurs, les gens qu'on rejette. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Pourquoi nous, on est les aides-soignants ici, alors qu'eux, ils vont soigner nos terres là-bas? Soigner nos richesses. C'est ce vase aspirant, communicant, qui est déséquilibré, qu'on appelle la colonisation. Ils chassent tous les plus musclés des quartiers. Toutes les villes africaines sont vidées des gars les plus forts, musclés, des jeunes. Ils meurent dans le désert, ils traversent pour les 1/3 et ils sont en Espagne en esclavage ou en Italie ou en France ou partout, ou en Belgique. Mais pourquoi ils le font? En vidant l'Afrique déjà de sa substance de procréation, de sa substance d'intelligence, de force brute, ils sont sûrs qu'ils ont déjà affaibli le continent. Quand ils arrivent, ils trouvent qui? Les buveurs de hard. Ils trouvent des filles qui traînent là à Bastos. Ils trouvent des gens qui sont décolorés de la peau. Ils trouvent des politiciens vieux, fatigués, villageois parfois. Ils trouvent des gens qui n'ont pas voyagé. Ils trouvent des gens qui n'ont pas ouvert l'esprit et étudié. Et ils trouvent un terrain facile. C'est pour ça que les Chinois savent qu'ils peuvent venir nous vendre les babouches. Ils prennent 1 million par jour. J'ai vu des Chinois arriver en pouce-pouce chez nous. 5 ans après, c'est eux qui ont les poches. Nous, on est là. On est soignants, aides-soignants. On est vigiles. On est coursier. On est Uber. On est tout ce qu'on veut. La barbe blanche vieillit. Nous vieillissons. Et nous revenons 10 ans, 15, 20 ans après, dire on a nos terres là-bas. Le vide remplit le vide. Donc, les terres vont rester donc acquis. Le développement va rester acquis, la science va rester acquis. Même si vous êtes au Canada, partout, pensez à développer l'Afrique. Même si vous êtes aux États-Unis, vous avez $1 million, tout ce que vous faites, vous nous montrez votre argent sur Facebook. Vraiment, pensez quand même à ceux qui doivent évoluer aussi en Afrique. C'est cette solidarité qui nous manque. Et quand on revient sur le terrain, les autres ont tout pris. Les pleurs ne servent à rien. Il y aura un hôtel là. Chez les Sawa. À Douala, c'est le chez moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, Douala,
appartient à mes grands-parents, qui ont eux-mêmes migré, parce qu'ils avaient déjà été expropriés. Quand on a créé les New Bell, et tout ça là, c'était les terres de mes grands-parents. Aujourd'hui, parfois, même certains qui se réclament de là n'étaient même pas au courant. Mais ça, c'est un faux débat. Maintenant, revenons sur la question centrale des terres. Je vous explique ça terre à terre. Alors, les villes coloniales s'est constituées comment? Les villes coloniales. C'est pour ça que si on ne réfléchit pas à bâtir nous-mêmes l'Afrique, on va disparaître. Les problèmes, comme vous voyez, les problèmes fonciers à Douala, à ceci, ça va arriver. Ce qui me gêne, c'est que c'est quand c'est un autre Camerounais qui a le titre que la guerre commence. Mais tous les Occidentaux qui possèdent nos titres fonciers, qui possèdent le sous-sol, qui creusent les terres, qui font ceci, là, ils ne sont pas un danger pour les Noirs. Là, les Camerounais ne sont plus prêts à lutter contre l'ennemi qui pille l'or, qui creuse la bauxite. Les experts même pondent des communiqués pour dire non, c'est ceci, c'est cela. Et puis, il y a des petits politiciens qui s'essayent. Mais toute la haine sort quand c'est un Camerounais qui a les terres. On dit que c'est parce que c'est les terres d'un autre Camerounais. C'est ça l'Africain. Les vraies batailles où le pétrole sort tous les jours et pompé, personne ne va là-bas. Personne ne compte. Et c'est tout dans mon village. C'est dans le sud-ouest. Partout à l'est, là-bas où on puise la bauxite, à même le sol, l'or, tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire... Et les gens ne marchent pas. Alors, je vous explique donc. Il faut qu'on sorte de l'état villageois en Afrique. Sinon, on va disparaître. Les villes se sont créées comment? Le colon arrive. Prenons le cas d'une ville comme Douala. Parce que beaucoup ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Le danger de l'Afrique, ce n'est pas qu'il est bête, mais c'est qu'il est ignorant. Un ignorant, c'est pas celui qui... L'ignorant, c'est celui qui sait plus que tous les autres, mais qui oublie aussi vite. Ignorant n'est pas bête, hein. C'est même un savant. Mais vous savez que le savant, parfois, il oublie de mettre les chaussettes et il marche pieds nus en route. Le savant a souvent une culotte rouge et les cheveux. Le savant oublie de se laver, non? Donc il devient ignorant, non? C'est ça qui nous arrive. Alors quand le colon arrive, dans le cas de Douala par exemple, on va sauter. Les Anglais étaient là, ceux qui ont créé les premières écoles, les premières églises, baptistes, tout ça, les Portugais avant. Les Allemands sont venus après. Ah. Et puis quand les Français s'installent, par exemple dans une ville comme Douala, ils prennent ce qu'on appelle le plateau Jos. Même à Abidjan, vous allez voir, la capitale, là où les Blancs vivaient, ça s'appelle tout le plateau. Hein? Donc, c'est le même système. Hein? Côte d'Ivoire, Congo, Gabon et tout. Partout où les colons sont passés, c'est comme ça. Il y a la ville occidentale, et puis il y a la médium ville, où il y a les serviteurs des colons, et puis il y a les villages environnants. Mais toutes les villes en Afrique sont nées administrativement par les colons. Ils posent leurs trucs. Même Yaoundé, le centre administratif, c'est la ville coloniale. Les colons ne veulent pas rester avec les autres. Donc, ils créent au centre-ville, généralement, au plateau, parce qu'il fallait contrôler. Toutes ces villes-là sont à hauteur. C'est pour ça qu'on dit le plateau. Ils montent à la colline et ils s'asseyent là-bas en haut. Ça leur permet de contrôler leurs esclaves en bas et de voir la ville. C'est une stratégie. Alors, quand le plateau Jos s'est formé, ils ont mis un village tampon en face parce que dans le cas du Cameroun, les colons français marchaient avec ce qu'on appelle les Dahoméens. Parce que la colonie, ils sont passés par l'Afrique de l'Ouest. Les Dahoméens, c'était des gens forts, puissants, costauds. Les Dahoméens, Dahomey, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Mais Togo, Bénin,
Côte d'Ivoire, Ghana, tout ça en coupant des Dahoméens. N'est-ce pas? Et c'était eux qui étaient les porteurs. Je convoque les historiens, là. Pas ce que les Pougala viennent raconter. Donc, les porteurs viennent donc en Afrique. Accompagner leurs patrons. On portait sur la tête. Hein. Où ils portaient les marchandises, où on portait les colons. Hein. On met là, les gens portent. Et il fallait les porter et c'était extrêmement pénible déjà. Mais eux, ils avaient un avantage, c'est que c'est eux qu'on place après le plateau Jos. On recule les autres, les indigènes, et on met d'abord les porteurs, parce qu'il y a les colons, les blancs, qui sont intouchables, et puis à côté, il y a les porteurs qui sont les serviteurs, et puis après, il y a les villageois qu'on repousse autour. Et la ville s'est construite comme ça. Quand vous arrivez aujourd'hui à Douala, les 3/4 des gens qui parlent là, les 3/4 des gens dans le centre-ville de Douala, qui sont à Akwa, qui sont à Koumassi, écoutez déjà les noms. Koumassi, ça rappelle le Ghana, parce que c'était le quartier ghanéen. Akwa, tout ça, c'est les familles des Kofi, hein, des Maki. Hein. Il y a même un qui est député là aujourd'hui au Cameroun, et qui est paradoxalement un des députés qui lutte pour les terres. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire de l'humain est terrible. La bataille des terres va nous tuer un jour. Dor Collins, quand vous écoutez le nom Dor, et vous écoutez au Libéria, Samuel Dor, Dor, c'est le nom des Sierra Leone, c'est le nom des... toute cette colonie d'Afrique de l'Ouest des Togolais qui sont remplis et qui ont peuplé la côte, parce que les gens échangeaient déjà avant. Mais c'était eux les porteurs. J'admets qu'au bout de certaines années, des décennies, on devient propriétaire naturel. Mais la terre n'appartient à personne à la fin. La terre appartient au développement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce débat-là. Je suis ouvert. Alors, donc, quand cette histoire-là arrive, donc, quand les colons arrivent, ils placent ces Dahoméens là, qui deviennent eux-mêmes encore les patrons parce qu'ils sont au-dessus des Noirs indigènes qu'ils ont trouvés. Et c'est comme ça que la ville s'agrandit de jour en jour, avec ces gens qui sont venus d'ailleurs, mais qui sont extrêmement privilégiés par rapport aux autres indigènes. Ils jouent même les traducteurs ou les filtres, c'est eux qui tapent même les gens, ils jouent la petite police sauvage, c'est eux qui sont les bras armés des colons. Et quand on regarde donc, quand vous écoutez, une ville comme Douala, quand on dit Babato Babali, c'est que le gibier, le bétail, vient du nord-ouest, de Bali. Balignonga, Bali Kumba, les hauteurs. C'est des éleveurs depuis des générations. Et quand ils viennent, on leur donne un coin à côté des indigènes. Évidemment, c'est un canton, c'est le canton Bel. Mais Bel est mort pour ça, Douala Mangabel. Parce que c'est cette dépossession des terres-là qui n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé déjà à déposséder les terres pour donner à ceux qui arrivent. N'est-ce pas? Mais maintenant, la vraie question qu'on pose aux Africains aujourd'hui, c'est comment faire pour continuer de garder des vieilles tôles, des villages, en plein cœur d'une ville? C'est une question politique. Mais c'est une question aussi spirituelle. C'est une question d'intelligence. Comment harmoniser que les gens soient surpris par le développement de la ville, mais dans leur village? Et quand je passais hier, je suis à Paris, je regarde, je dis, mais où sont les Parisiens d'ici? Où est l'octotone de Paris d'il y a 100 ans, d'il y a 50 ans? Ça change tellement vite. Ils sont morts, ils sont partis, l'État a pris pour donner un visage humain à Paris. Je suppose que c'est parti partout comme ça. New York, on a créé des zones, des Indiens, on les a parqués avec beaucoup de brutalité, je sais, mais
C'est ça qui vous amène aux États-Unis. C'est parce qu'on a pris, même au Canada, on a pris les Indiens qui peuplaient là, on les a mis dans les parcs. Pour que vous immigrez aujourd'hui, vous trouvez les boulevards, les immeubles, les gratte-ciel et tout. Il faut dire la vérité aux gens. Mais maintenant, comment ça doit se négocier? C'est là où le noir, lui, ne veut pas soit réfléchir. Il vient avec la brutalité, la bagarre. Comment? On peut trouver des formules. Je propose. Là, c'est l'homme politique qui parle. Qu'on étudie des formules de développement collectif. Qu'on prenne les autochtones, comme on dit, des descendants d'indigènes qui sont encore surpris en plein cœur de la ville, et qu'on leur trouve des conditions décentes de vie, soit ailleurs, soit à la périphérie, soit on les intègre dans un projet immobilier et des cités, où chacun laisse sa vieille tôle pour intégrer un logement décent, dont l'urbanisation de nos villes est un problème. Parce que personne n'a planifié. Quand chaque fois que je parle du livre ici, les gens sont offusqués. Ah, ils parlent trop de livres. Mais vous ne pouvez pas vous développer dans la vie de l'autre. Vous ne pouvez pas vous développer quand l'autre a... Vous ne pouvez pas vous développer. On ne peut pas se développer si on lit la vision du monde de l'autre, les rêves des autres. Le rêve des autres, c'est un rêve de grandeur. Quand vous lisez toute la pensée de la Renaissance, toute la pensée intellectuelle française, c'est pour la conquête, la grande France. Napoléon incite les gens à rêver grand. Quand les Diderot écrit, quand les Montesquieu écrit, c'est pas pour que la France soit petite, c'est leur droit. Mais nous, on lit alors des choses qui nous disent de venir être esclaves, de demeurer esclaves. Alors, moi je repose la question, qu'est-ce qu'on fait dans des villes comme Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, où on a des gens qui sont là, qui sont possiblement chez eux, mais qui ont encore des vieilles tôles et qui ont des poubelles, qui vivent dans des taudis, en plein cœur d'un centre-ville qui est la porte d'ouverture du Cameroun, la porte d'entrée comme Douala. Est-ce que c'est possible en 2022 d'avoir encore en plein cœur d'un centre-ville des toitures avec des cailloux, des briques, des braques, des vieilles tôles, des planches usées, des souris? C'est là où on va intégrer la notion maintenant du développement prospectif. Est-ce qu'on le fait avec ceux qui ont les moyens, qui peuvent être nationaux ou pas? Mais pourquoi pas privilégier les nationaux? Est-ce qu'on crée un plan global d'urbanisation ou bien on abandonne ce taudis-là à lui-même pour recréer d'autres villes? Parce que nous sommes encore dans les villes coloniales. Les seuls endroits où il faut beau vivre, c'est Bonanjo, hein, c'est Bastos à peu près, c'est tous les quartiers où les colons étaient. Le reste, là, on a dit débrouillez-vous. On a essayé de le faire. Quelqu'un me dit, on a fait avec Yamoussoukro, avec Brasilia. Il faut repenser, avoir le courage politique. Or, chez nous, les politiciens jouent sur les peurs et les misères des peuples. Il faut que les gens soient misérables. Il faut que les gens n'évoluent pas. Il faut caresser les gens dans le sens du poil en leur disant, vous êtes chez vous quand ça vous arrange. Mais quand ça ne va plus vous arranger, vous allez nous donner cette terre. L'État est froid, l'État est avide d'argent, l'État est avide de pauvreté mentale, de voleurs politiques. Et ils prennent les chèques, ils prennent l'argent sans penser au bien des populations. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes portés aujourd'hui à lutter. Et je n'ai pas entendu un homme politique véritable faire une étude. C'est quand on vient casser que les gens se lèvent. Mais est-ce que les gens vont continuer à vivre comme ça dans nos villes en Afrique et vous appelez ça les villes? Est-ce que chacun va venir déposer sa maison, son immeuble, son terrain où il veut?
ou est-ce qu'on va entrer dans une sorte de planification? C'est là où il faut revenir à l'Afrique authentique. Revenez dans vos villages. Pour ceux qui en ont, hein. Aussi lointain que je me souvienne, quand on arrive dans nos villages, vous trouvez une forme d'organisation que même les architectes de l'école de Paris n'apprennent pas. Nos parents n'ont pas été à l'école d'architecture ailleurs, mais ils étaient déjà architectes. Regardez l'alignement des cases. Si vous regardez bien dans les villages, aucune maison ne dépasse une autre. Toutes les cases sont soit alignées sur le bord de la route, soit en concentrique, soit en damier. Est-ce qu'on est allé à Sciences Politiques pour ça? Est-ce qu'on est allé à Polytech Paris? Est-ce qu'on est allé à HEC Canada? Les colons nous ont trouvés comme ça, non? Regardez les photos, allez dans vos villages. Et regardez comment les cases sont alignées. Au mètre près. Regardez comment les concessions sont stabilisées, même si on dit matériaux provisoires, alors que c'est le vrai matériel, la terre battue. Nous achetons le ciment. Dieu, on nous a donné la brique de terre, qui est 1000 fois plus résistante, en termes même d'écologie, en termes de nature, de climat, de gestion de climat. Dans ces maisons, la température est toujours bonne, idem. Le jour, il fait un peu chaud, la nuit, il fait froid. Donc, on est en train de perdre tout ça pour embrasser dans le modèle colonial à fond. Et aujourd'hui, quand on se réveille, on se rend compte qu'on est encore dans la colonisation. Parce que les Blancs occupaient les bonnes parties, le plateau administratif. Ça a été remplacé par les sous-préfets, les gouverneurs et tout, les ministres, et les petits véreux fonctionnaires. Et le reste du quartier se débrouille. Et vous ajoutez à ça l'exode rural. Les gens qui partent de leur village sans projet, sans vie, sans rien, ils s'imbriquent à la périphérie. Et ça crée d'autres poubelles, d'autres périphéries. Ça crée. Et où sont donc nos artistes? Où sont nos artistes? Je ne parle pas des Fingontralala et conneries. Je parle des artistes. Ceux qui peuvent peindre la société. Ceux qui peuvent la rêver, ceux qui peuvent voir, ceux qui peuvent dessiner. Un artiste est un architecte, un poète physique. Où sont les rêveurs? Où sont donc les jeunes? Où est le talent? Quand vous tournez les séries télévisées où c'est la femme qu'on tape, oh, on est dans le quartier. Vous nous ramenez vos histoires du vécu à la télé. C'est pas ça. Où est la projection? Où est la science-fiction qui devient science après? La fiction devient science. Et ça fait longtemps que les Occidentaux sont dans la fiction. Et aujourd'hui, on découvre que c'est la science. Ça fait longtemps que les autres maîtrisent la data, l'informatique, les données. On ne vous demande pas de filmer vos quartiers, vous dites que c'est les films. Les quartiers, c'est les misérables. La misère ne soigne pas. C'est le rêve de sortir de la misère qui est un espoir. Et c'est ça, aujourd'hui. Et en Afrique, je suis désolé, on laisse trop de cons parler. On donne trop de visibilité aux laides personnes. Je n'ai rien contre le physique des gens, en plus, ce n'est pas de ça que je parle. Mais les laides personnes attirent beaucoup de laides. Les laides personnes prennent beaucoup d'énergie et nous détournent des vrais combats. Ils nous vantent la misère, la laideur, la saleté, la graisse. On n'est pas sophistiqué. On n'est pas encore arrivé à être sophistiqué. Une nation sophistiquée, c'est une nation qui commence à fabriquer ses armes, à fourbir ses armes, comme disait mon grand-père. Une nation sophistiquée, c'est une nation qui commence à former les jeunes là où c'est intéressant pour leur combat de demain. Une nation sophistiquée, c'est une nation où on devient
rare, avare, en bruit. Une nation sophistiquée, c'est là où les gens ne croient plus au miracle. Une nation sophistiquée, c'est une nation où les gens sont eux-mêmes leur propre miracle. Une nation sophistiquée, c'est une nation où on ne ment plus. Parce que tout le monde sait, où tout le monde voit, tout le monde peut décider, tout le monde est un pouvoir. Et c'est là où on va revenir sur la naissance de l'État. Il n'y a pas d'État en Afrique. En sciences politiques, on dit des États voyous. On a des États voyous. Ou dès qu'un ministre voit une petite mallette qu'on vient lui donner, il vend tout un village, il fuit. Et il revient à la marche. Lui aussi vient marcher avec les pleureurs. Et le peuple ne peut pas démasquer que c'est lui qui a vendu. Puisqu'il est le roi, puisqu'il est l'élite, puisqu'il est le boss. Le discernement, c'est l'arme la plus puissante du monde. Et nous sommes désolés de vous dire que l'ignorance est encore majoritaire chez nous. L'ignorance est encore beaucoup ancrée. C'est pour ça que des gens comme nous, on a la parole réduite, on a un rôle réduit. Même quand on prend des politiques en Afrique, c'est souvent des médiocres. On prend les communautaristes. En Afrique, on prend des tribalistes comme hommes politiques. On prend des gens qui amènent les gens à se renfermer. Ils ont une intelligence soudaine. Ils ont une petite vision étriquée même de la vie. Et ils se prennent pour des lumières. Ils se prennent pour des politiciens. Et les médias aident à fabriquer ce genre d'abrutis parce qu'ils parlent le discours du village. Le discours petit. Chassons l'autre. Les autres doivent rentrer dans leur terre. Les autres doivent retourner chez eux, mais pas les blancs. Les autres ne sont pas chez eux, mais pas les autres. Le remplacement des terres est donc un problème. L'accaparement des terres est un problème. Le remplacement des terres, le remplacement des populations est un problème. Même ici en France, vous voyez, on parle de grand remplacement. Mais c'est un rêve. Il y aura toujours le remplacement. Vous savez, je suis arrivé dans mon village la dernière fois. Jadis, on mangeait du gibier. Le noura loba, comme on dit. Viande pimentée, bien, tout ça. Et puis j'arrive. On me sert le couscous, du mil, avec le foléré. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande société qui s'est installée en face. Elle a fait venir mes frères du Nord, des travailleurs, tout pourris. Et comme c'est eux qui sont majoritaires aujourd'hui dans le village, les vendeuses ont abandonné leur culture pour préparer ce que leurs clients vont manger. C'est une loi de la nature, c'est une loi économique. Et je ne peux rien faire. C'est des combats perdus d'avance. Dans mon village, on mange le poisson avec le piment qui vient de la mer. Un bouillon. Les bandia bien, ça te soigne. Aujourd'hui, on mange autre chose. On mange les peaux de bête. Il faut s'adapter. C'est ça la vie. Alors, il faut donc que les gens s'adaptent, que les gens cessent de jouer les victimes, qu'on réfléchisse communément à améliorer la vie qualitative de tout le monde. Si on est dans un pays, parce qu'en Afrique, il y a toujours... Et j'ai suivi l'ancien président Gbagbo, que je porte en estime, en humain, mais pas en politique. Il a fait ça en Côte d'Ivoire la dernière fois, où il est allé dans le village environnant d'Abidjan, à la lagune Ébriée.
dire aux ébriers, mais on est en train de vous voler vos terres, hein, réveillez-vous, tout ça là. Et ça a failli amener encore une deuxième guerre civile. Mais moi, j'étais à Abidjan, j'ai vu l'autoroute passer dans les villages. On essaye de recaser, c'est pas parfait. Mais au moins, on leur donne. Comment vous allez refuser l'autoroute? Vous allez refuser l'université? Vous allez refuser le stade de football? Vous allez refuser que les autres viennent vivre là où il y a l'autoroute qui passe? Vous allez refuser les commerces? Non, non. C'est-à-dire, c'est compliqué. Citez-moi donc quelqu'un qui est parisien d'origine et qui est à Paris. Citez-moi quelqu'un qui est berlinois d'origine et qui est au cœur de Berlin. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Nous venons faire des photos à Montréal. Nous allons en vacances à Miami. Nous allons, mais là où le développement est passé, où sont les autochtones de Miami? Où vous allez jeter l'argent des pauvres Africains dans les... Non, au fil des temps, les gens arrivent. Quand on dit ville, et je termine par là, la ville, c'est la cité. La city, c'est la police, comme les Grecs l'avaient organisé. Tout ce qui est beau, moderne et chic. C'est pour ça qu'on dit la police, la police. Hein? Ouais, la police, c'est un corps d'armée qui est chic. Ils ne se salissent pas. Les policiers sont toujours... Les militaires peuvent aller lutter à tout moment. Ils sont en treillis. Mais les policiers, en général, sauf quelques corps spécialisés, mais dans la nature, police veut dire un visage lisse, civilisé. La civilisation, la beauté. C'est-à-dire quelque chose de fin. On laisse les gens du village au village, Bato Baïdi, et puis on prend les gens qui veulent vivre en ville. On apprend les mœurs, les bonnes mœurs, la courtoisie. On règle la justice, le droit. Mais tout ça, c'est aussi une vision occidentale. Mais si on est déjà là-dedans, faisons comme ça. On ne peut pas être villageois et en ville en même temps. On ne peut pas vouloir garder la case et puis refuser. Et puis, non, on ne peut pas. À un moment, il va falloir faire ce choix. C'est difficile, n'est-ce pas? Parce que c'est nos villages. C'est mon grand-père qui a ouvert la paroisse EPC de Newbel, à Douala, dont je parle avec autorité. C'est un grand pasteur. Mais quand je passe encore là, est-ce que je me rappelle même d'où? Ma grand-mère faisait les champs là, à Bonapriso. Il n'y avait même pas encore l'aéroport. Il y avait un grand... tout petit, je sais qu'il y avait un grand lac ou un fleuve là. On nageait là. Il n'y a plus rien. C'est là où on faisait les champs. Mais c'est la nature. Est-ce que je dois encore aller bagarrer et tuer tout, casser tout là? Je ne sais pas. C'est une réflexion. Est-ce que je veux que le village de ma grand-mère soit encore là? Est-ce qu'elle doit encore faire les champs là? On s'est retrouvé à plus de 50 km de là. Donc, il faut comprendre que les Africains doivent être souples dans le développement. Tout le monde doit perdre quelque chose pour le bien commun. Le développement, c'est la perte de quelque chose pour le bien commun. On laisse le tribalisme, on laisse le communautarisme, on laisse les petits pour aller à la rencontre des autres. Les autres viennent. La donne aussi, c'est les sociétés. Quand une société s'installe, est-ce qu'on peut prendre tous les travailleurs du coin, tous les villageois du coin? Une multinationale amène tout le monde. Et les blancs, les noirs, les jaunes et tout, vous allez souffrir. Je n'ai pas dit d'exclure ceux qui les ayant droit. Mais c'est ça aussi la ville. Des gens prennent leur argent, ils viennent mettre chez vous. C'est une chance. Parce que tout le monde entier attire les investisseurs. Ouvrez Internet, voyez comment on attire les gens pour aller en Indonésie, à Singapour. Le jour où vous arrivez à Singapour, vous avez l'argent, vous achetez l'appartement, vous donne la nationalité.
Vous arrivez en Suisse, vous mettez l'argent en banque, on vous donne le passeport suisse. On vous donne la maison, on vous donne tout. Parce qu'il faut venir. Les gens qui se ferment, et depuis quelque temps, surtout dans le cas de Douala, je vois des gens qui développent des discours d'hermétisme, de ferme, de ceci. C'est pas possible. C'est pas possible. Douala n'est pas plus à vous qu'à nous. C'est un destin commun. On a décidé de développer Douala. On a décidé de développer Abidjan. On a décidé de développer Libreville. On a décidé d'avoir une ville. On a décidé de faire de Brazzaville la capitale. Donc c'est des questions. Moi je rêve d'une Afrique authentique parce que j'ai remarqué, je vais vous faire une confidence. Les Occidentaux aiment les problèmes. Ils viennent, ils vous laissent les problèmes, ils partent. Ils nous ont laissé les problèmes. On n'avait pas les problèmes. On avait une hiérarchisation de la société, une organisation de la société. Le roi, ses notables, les familles, et puis les villages évoluaient comme ça, comme l'escargot. C'est des formes mathématiques. Regardez la coquille d'escargot. Regardez la carapace. Regardez la carapace de la tortue. Donc nos architectes travaillaient avec ces phénomènes de nature. Aujourd'hui, les Blancs nous disent biomimétisme. C'est nous. On construisait les villages. C'est pour ça que quand vous entrez dans la case des initiés, des vrais chefs, vous trouvez toujours une coquille d'escargot. Vous trouvez toujours la carapace de la tortue. Regardez, c'est fait en damier, tout rond. Et on savait que telle famille vient là. Ceux qui arrivent, les passants, les étrangers au village vont rester ici. Et ça, et ça, et ça. On nous a dit effacer ça. Et on n'arrive pas donc à sortir de là. Entre autres, je ne peux pas entrer en détail ici, ce n'est pas le but. Je donne des généralités, quelques exemples pour que chacun se fasse sa réflexion. Elle peut ne pas, ça peut ne pas concorder avec ce que vous aimez entendre, mais au moins, moi je vous dis ce qu'il y a. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut se poser les bonnes questions. Autant nous tous on est venus à Paris, à New York, à Bruxelles chercher le pain, autant les autres prennent les vols Air France pour aller occuper nos terres. Et ça, vous n'allez rien y faire. Vous n'allez pas vous fâcher. Parce que vous-même, vous allez chasser un petit blanc quelque part pour acheter l'appartement. Vous avez chassé quelqu'un pour prendre un pavillon. Et si ce quelqu'un-là revient avec les couteaux et tout, vous les appelez extrême national ou quoi là, Front National. Alors, pourquoi il faut les combattre ici si vous-même vous êtes ça? Et pourquoi vous venez chez eux? Si c'est le chez eux. J'ai beaucoup de cousins Douala qui sont ici avec moi, ils m'appellent pour les réunions. Je dis, je ne viens pas. Je ne participe pas aux réunions. Vous êtes à Paris depuis 30 ans. Vous, ça ne vous a pas gêné que vous êtes en train d'occuper la terre de quelqu'un. Mais vous êtes quand même gêné que quelqu'un occupe votre terre. Soit disant. Mais c'est des réflexes humains, mais c'est de la sauvagerie aussi. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. La vie évolue, la vie avance, les civilisations changent, les gens, les peuplades changent, les cultures changent. Nous venons ici, nous laissons nos enfants qui ont leur terre, qui vont faire leur vie, qui seront patrons, qui sont... Mais c'est comme ça, il faut évoluer. Évidemment, tout le monde n'a pas cette capacité, mais c'est nous, les intellectuels, c'est les hommes politiques, c'est les penseurs, c'est les leaders qui doivent expliquer ça aux gens. Vous voyez? C'est aussi ça, l'évangile. Évangéliser les gens, c'est les amener à douter d'eux-mêmes, pour tirer d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, les meilleures questions qu'ils se posent eux-mêmes. Et moi, par exemple, en ce moment, il y a une réflexion qui me trotte à l'idée. Je dois rentrer au village, valoriser le peu de terre qu'il y a encore. Sinon, je ne viendrai pas faire un live là pour me plaindre. Sinon, je ne viendrai plus dire qu'on m'a volé le village. Quand j'arrive dans mon village aujourd'hui, je ne reconnais personne. J'entends des noms que je n'ai jamais entendus dans ma vie.
Ma langue, même, on ne la parle plus dans mon propre village. Mais j'ai compris que c'est l'évolution. Eux aussi sont venus se battre et se chercher dans mon village. Et ils ont trouvé un espace. Et ils travaillent pour que le village se développe. Je vois la lumière, je vois l'eau, je vois les choses. Je dis, oh bon. C'est une douleur, c'est un pincement, mais on avance. C'est ce que j'avais envie de dire. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Allez vous occuper à ce qui vous rend heureux, la danse, le bavardage, le bruit. Mais pour ceux qui veulent un peu plus de méditation, soyez concentrés, réfléchissez sur vos vies. Finalement, personne ne part avec un bout de terre, puisque nous sommes la terre, nous sommes le fumier qui va devenir les arbres, que les Français vont venir couper pour vendre, ou les Chinois, tout ça. Donc quand on réfléchit, même notre corps, qui devient l'humus, devient les arbres que les autres coupent, ils viennent mettre chez eux encore. Donc ils prennent nos esprits, les esprits se baladent, ils nous volent en esprit, mais ça c'est un autre degré de réflexion et de spiritualité. Pour ceux qui veulent la méditation, les conseils, l'exercice de progrès, venez me contacter, mon cabinet est ouvert. Pour ceux qui veulent le livre, il est de sortie déjà, dans quelques instants. Prenez-le et commandez-le. Apprenez à lire. Ce n'est pas pour vous blaguer, comme on dit en Côte d'Ivoire. Celui qui ne lit pas ne peut pas être savant. Celui qui ne lit pas va parler, mais il ne va pas comprendre. Celui qui ne lit pas va bavarder, mais il ne va pas dire. Celui qui ne lit pas va être esclave. Celui qui ne lit pas va être exploité. Celui qui ne lit pas va être battu. La télé, c'est bien. Réseaux sociaux, de temps en temps, quand c'est utile. Mais la vraie vie, ça, les Occidentaux ne peuvent pas vous dire ça. Ici à Paris, il y a au moins 1000 livres par an qui sortent. Qu'est-ce que 10 000 livres? Je vous dis, le secret de la vie, c'est la lecture. Pour un début, lisez tout. Commencez même une page. J'ai dit à un petit l'autre jour, commence à lire une page, tu fermes, tu dors. Il a fini un livre. Et il a constaté que son salaire a augmenté au travail. Ne me demandez pas comment, c'est ça la vie. Quand tu apprends à lire, ce n'est pas pour devenir Einstein, mais c'est pour qu'on ne te mette plus n'importe quoi dans la tête. Les idées sortent. C'est-à-dire, vous voyez une armoire, non? La penderie. Quand les habits sont froissés là. Quand vous venez vous arranger tout, ça fait comment? C'est ça la lecture. La lecture aide. C'est le seul truc au monde qui aide à arranger les idées. Si vous voyez qu'on est brouillon, et les Européens le savent, les colons le savent, pour qu'un peuple soit brouillon, il faut que la tête soit en désordre. Dit tout est contraire. Même en politique, quelqu'un vient soutenir quelque chose, demain il dit d'autres choses. Quelqu'un vient là, il s'excuse. Nous, on reste constant. Mais on sait que nos têtes bougent. Nos têtes ont tout. Et eux, ils se disciplinent. L'autodiscipline. Quand vous êtes autodiscipliné, vous êtes un maître de la vie. Tout ce que vous faites marche. On est en train de lancer la télévision BKZ, là. On a commencé par l'équipement basique, le matériel. Et vous avez vécu comment j'ai monté cette télé-là ici, jour et nuit. Ça met du temps, mais on est là. L'équipe est là. Mon partenaire est là. Si vous voulez participer, on fera un autre programme. Je n'ai pas de ligne ouverte. Attendez. Vous voulez participer de quoi? On va faire un autre direct. Hein, Lavoisir. On va vous donner la parole. Je vous donne juste une instruction ce dimanche. C'est une instruction. L'instruction, il faut apprendre aujourd'hui que l'éducation est différente de l'instruction.
Ces gens nous ont donné un bout d'éducation, une petite éducation, mais ils ne nous ont pas donné l'instruction. Quand le père sort le matin, il dit, voici les instructions. En Afrique, on nous a dit éducation. Ex ducere, ça veut dire conduire. On nous conduit à l'abattoir, en nous bourrant le crâne de tout, en nous faisant réciter des Ninive, Bethléem, tout ça là, des choses, on tue nos crânes. Nos grands-parents sont couchés là, on les écrase, on les ignore. Mais on te dit d'aller chercher la colline qui avait fait que Moïse a fait que il a nagé dans l'eau. Belle métaphore. Je ne suis pas un con. Ça ne m'intéresse pas. Que Moïse ait volé ou qu'il ait nagé dans l'eau, en quoi ça m'intéresse? J'écoute, j'ai aussi lu. Je plie la page, je dis ok. Tu dis yes, oh. C'est bien pour eux. Mais pour nous alors, quand on va te demander où est couché ton grand-père, tu ne sais pas. Il y a encore des peuples chez nous qui gardent quand même les traces de leurs ancêtres. Ils savent où est la tête de leur grand-père, arrière-arrière-grand-père. Et je fais partie des 5% d'Africains qui savent où dort leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous croyez en tout. Et surtout aux grands-pères des autres. C'est une souffrance spirituelle. Et ces gens sont quand même puissants parce qu'ils vous parlent, la tête, ils crient, les veines sortent sur la tête, ils ne vous laissent même pas le temps de respirer. Nous devons chercher où est notre racine, la souche. Les Russes aujourd'hui sont en train de faire la guerre pour récupérer leur souche ukrainienne, l'Empire russe. Ils vont mourir tous, mais ils ne vont pas céder la Russie. C'est compliqué à la vie. C'est compliqué. Nous, on sait de tout. Ce n'est pas paradoxal, hein, ce que je dis. Je ne me contredis pas. On sait de tout. La culture, on a donné. La magie même, on a donné. On a dit que c'est la sorcellerie. On a donné tout. Et on se réveille plus tard quand ils nous ont lancé. Que pour la terre, non, on a donné la tête. Ce n'est pas la terre qu'on a donnée, c'est la tête qu'on leur a donnée. On leur a donné nos têtes. Jomo Kenyatta a dit, ils sont venus chez nous, ils nous ont tendu la Bible. Ils nous ont dit de fermer les yeux. Quand on ouvrait les yeux, ils avaient nos terres. Et nous, on avait ça en main. Tu peux faire quoi avec ça en main? Un truc où on te dit Dieu aime les pauvres. On te dit de mourir comme tu es venu. Moi, j'ai dit partir comme on est venu. C'est pas pareil. Et la bataille, Jomo Kenyatta, c'est un Jésus, si vous voulez donc que je vous dise, comme tous les autres. Les Martin Luther King, les Oumiobe, les Wandier. Mais quelqu'un te dit, donne-lui, reste à ta terre. Si vous ne trouvez pas ça bizarre. Et c'est aujourd'hui qu'on n'a plus les moyens, on est dispersé, on est mélangé, on ne sait plus qui on est, qu'on veut qu'on mène les batailles inutiles, mais contre nos frères cette fois-ci. Les gars nous ont pris les terres, première chose. Et pour arriver à nous prendre les terres, il fallait qu'ils nous racontent une histoire bien emballée, comme des bébés, comme des lapins de 6 semaines. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'homme qui est ouvert, l'anthropocène. Nous comprenons déjà. Et tous les mensonges d'hier sont en train de tomber. Chaque jour, ça tombe. Parce que la science évolue. La magie évolue. Les idées évoluent. On ne peut plus nous raconter ces choses. Alors, je vous prends une petite... Je sais que les Noirs n'aiment pas ça. Parce qu'on remet en cause leur foi. Mais la foi chrétienne... Mais on fait quoi avec votre foi? Vous êtes qui? Alors, j'étais en Normandie, très belle région.
J'étais voir mon fils jouer. Et je rentrais dans ma voiture, ma pauvre petite voiture, et je me suis rendu compte que c'est le jour de l'Ascension. L'Ascension, hein. C'est Ascension ou Ascension? En tout cas, moi, je ne veux pas qu'une sanction me touche parce que je ne connais pas la culture des autres. Ou je refuse. Parce que même les Occidentaux, ils arrivent chez nous, ils méprisent notre culture. Mais vous, vous adorez une culture qu'ils ont inventée et qui appartient au Moyen-Orient, aux Juifs, aux Arabes. Mais non, mais c'est pas mauvais, mais bon. Alors, je passe dans ces petits villages, de la belle France, et c'est le jour de l'Ascension. Enfin, une fête comme ça, où quelqu'un est monté au ciel. Et les Noirs reproduisent ça. Il y a une vidéo d'un prêtre noir qui, le drap le tire et il monte et les fidèles pleurent. C'est-à-dire, en 2022, il y a cette vidéo qui circule là. Tout le monde voit les mêmes choses aujourd'hui. Et ces gens croient. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand je traverse tous ces villages-là, toutes ces agglomérations, pardon, il y a des grandes mosquées. Des grandes chapelles. Je ne viens pas débattre avec les gens ici. J'ai dit, gardez votre foi. Ce que je voulais dire, c'est que en Afrique, on ne sait plus faire la différence entre un docteur qui parle, un maître qui parle, et des gens qui doivent écouter aussi. Ce n'est pas que la science infuse, non. Mais la connaissance ne se négocie pas. La connaissance ne se négocie pas. C'est pour ça qu'en Afrique, on ne se développe pas. Quand les Européens ont voulu construire la Paris où on vit là, ils n'ont pas appelé un noir pour lui demander son avis. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de France, parce que beaucoup vivent là sans connaître. Peut-être ils viennent d'arriver, mais ils jouent les patrons ici. Il y a un monsieur qui s'appelle le baron de Haussmann ici. Ils ont décidé, parce que Paris a les égouts, les toilettes, les gens versaient les toilettes par les fenêtres, les déchets humains par les fenêtres. Ça puait. C'était comme chez nous, là, hein, l'autodit. Paris, où vous êtes là aujourd'hui, où vous dites que c'est chez vous. Un baron est arrivé, envoyé par le roi, il dit « Casse-moi par ici ». Et les gens pleuraient, ils criaient. D'autres avaient même 1000 maisons, on cassait tout. On y mettait ça comme ça. Voilà comment on construit. Mettez tout à terre. C'est une violence. Mais il faut passer par là pour venir à Paris demain. Donc, je parlais de la foi, mais je disais que quand je passais dans ces petits villages-là, qui sont des villes, ils ont des grandes églises, de très belles églises. Mais c'était vide. D'autres fermées. Les paroisses étaient fermées. Parfois, il y avait 2, 3 vues avec la canne. Et j'ai vu, vers Lisieux, un prêtre, il était dehors, peut-être la messe était finie, et il n'y avait pas plus de 5 personnes avec lui, les vieux, et la canne. C'était la fête. Et je me suis branché sur une radio qui était religieuse. J'ai suivi leur messe, de belles paroles, l'amour, vraiment la lumière de Dieu. Dieu est lumière, et ceci, et c'est beau. J'ai même failli m'endormir au volant. Mais après, je me suis quand même dit que quelle est la culture au monde où on dit que tuer, c'est bien. L'amour n'est pas bien. C'est-à-dire, ils ont bien structuré leur business. Mais même nous ne sommes pas des singes. Quoique, moi on m'appelle le gros singe. Est-ce que dans nos cultures, dans vos villages, avant même l'arrivée de Colomb, il y a 100 ans et poussière, quelques années là, la religion que vous célébrez aujourd'hui qui n'est pas la vôtre, est-ce que dans nos villages, il vous revient qu'on disait « tuez vos frères » ou bien c'est le contraire? Où on mangeait ensemble le soir, on se lavait ensemble, on construisait la maison du frère et de la sœur, on partageait tout. Est-ce qu'on a attendu que l'esclavagiste
le colon arrive nous enseigner l'amour. C'est une question. Hein. Est-ce qu'on ne savait pas? Est-ce qu'il y avait les guerres? N'est-ce pas, on prenait la femme du village d'à côté, les parents là venaient sceller les unions entre les villages. Donc, comme vous ne lisez pas votre propre culture, vous croyez que c'est la culture des autres qui est vraie. J'appréciais le discours. Ça faisait dormir dans le véhicule, mais à la fin, j'ai dit, mais nous étions comme ça finalement. C'est chez nous qu'ils sont venus apprendre l'humanisme, le partage. Aujourd'hui, les familles existent où? La jalousie qui est entre les sœurs, entre les frères, a dépassé les bornes. Parce que ça tombe dans le... C'est un syndrome de... C'est une théorie de H même. C'est une théorie de la misère. C'est-à-dire il faut tuer celui qui progresse. Il faut tuer... J'avais déjà fini le direct, mais je suis obligé d'intervenir là parce que je n'aime pas quand les gens veulent tourner en dérision les réflexions qu'on fait pour vous. Je n'aime pas ça. Moi, je ne célèbre pas l'argent dans ma vie. Je ne célèbre pas la richesse. Quand on est riche, on ne parle pas. J'ai une richesse fondamentale que je veux partager avec vous. C'est-à-dire que est-ce que les Africains réfléchissent même? Ou la plupart, hein, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une petite minorité qui commence, mais après on est incohérent. Tu ne peux pas garder le crâne de ton grand-père et tu dis que c'est grâce à Bethléem. Bethléem a quoi avoir avec ton grand-père? Eux, ils célèbrent leurs dieux, qui sont leurs ancêtres. C'est tout. Dès que tu as compris ça, si celui qui n'a pas compris ça, je ne peux pas discuter avec. Célébrez vos ancêtres. Célébrez votre souche. Célébrez votre culture. C'est ça la spiritualité. Les musulmans resteront musulmans, qu'ils soient partout dans le monde. Quand Benzema joue, il joue pour le Real de Madrid. Mais il est français, mais algérien d'origine et musulman. Avant de jouer, il cogne la tête au sol. C'est-à-dire, même si tu le tues, il invoque. Mais toi qui viens de Babimbi là-bas, ou de Nkorkwa là, Foulou, Nkolo, là, tu veux invoquer qui quand il t'arrive un problème dans la vie? Mais Dieu, qui est universel, et Dieu donc s'arrange à placer un petit Dieu dans chaque famille, ou des petits dieux, pour résoudre vos problèmes. Mais c'est eux que vous tuez. Vous tuez les Oumyobé, mais vous voulez l'indépendance comment? Comment quelqu'un de sensé peut tuer Wandié ou faire tuer Wandié et vouloir que Dieu l'aime? Et vouloir qu'on ne casse pas sa terre demain par les autres colons déguisés? C'est un problème de survie spirituelle. C'est un problème de profondeur d'analyse. C'est un problème de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mes frères. Je ne savais pas qu'en 2022, avec la barbe qui blanchit là, qui jaunit même, on allait encore avoir des débats pour convaincre les gens à s'aimer eux-mêmes, à croire en eux, à chercher leur puissance. Mais il y a des petits coachs abrutis qui disent ça, mais après ils disent oui, alors, comme dit Moïse, mais oui, Abraham a fait, ouais, c'est vrai. Mais le Chinois n'a pas besoin de contourner, il ne veut pas entendre ça. Les Indiens qui ont l'arme atomique aujourd'hui, qui gèrent l'informatique du monde, ne viennent pas... Non, laisse, oui, va raconter ça aux nègres. Ta Bible, là, tes histoires, là. Voilà. Nous, on a Bouddha ici. Gautama nous a dit ça depuis 5000 ans avant le vôtre. Voilà comment un Indien réfléchit. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? L'Africain porte son sac de malheur. Et il veut quand même être libre. On ne peut pas.
Et ceux qui nous dérangent savent qu'on est indisciplinés spirituellement et mentalement. Regardez comment ils nous vendent le festival de Cannes. Regardez comment ils nous vendent De Gaulle. Il était tueur pour vous, mais ici c'est un dieu. Il y a partout. Quand vous baladez partout en France, avenue Charles de Gaulle partout. C'était un homme, non? Mais il occupe une place centrale comme un dieu dans le cœur de ceux qu'il a laissés. Parce qu'il leur a laissé l'héritage de la France moderne. De la France qui n'est pas devenue l'Afrique. C'est ça le rôle des hommes, des grands hommes. C'est-à-dire amener les gens qui croient qu'ils sont morts, qui ne peuvent plus lutter, qui ne sont rien, à devenir des grands, des puissants. Et quand on devient des puissants, on écrase aussi les petits en bas. Parce que nous, on nous a trop écrasés. Alors qu'hier, c'était nous. Bon, allez, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien. Partagez ce direct. Facebook efface trop nos choses. Ces gens-là nous détestent. Ils savent qui nous sommes. Ils savent qu'on ne doit pas être populaire. Ce qui doit être populaire, c'est les fesses qui bougent, la sueur qui coule. Les perruques, ils savent. Et entre-temps, eux, ils nous balancent leurs choses, matin, midi, soir. Aidez-nous à monter cette télévision. À Keva. Bon dimanche.